Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce Midi Causerie qui s'intitule « À la rencontre du système bancaire ». Donc, je tiens à saluer les gens dans la salle ainsi que nos nombreux participants là, en ligne. Merci d'être avec nous ce midi. On s'excuse pour les quelques minutes de retard. Vous savez, parfois, les experts se font attendre. Bon, on les apprécie quand même. Ça nous fait vraiment plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente, Cynthia Duclos. Je suis professeure à la faculté de droit ici de l'Université Laval et je suis aussi directrice du laboratoire en droit des services financiers. Alors, le LADFI, comme on aime l'appeler, le laboratoire, c'est vraiment une entité qui met de l'avant les activités d'enseignement, de recherche et de diffusion du savoir en droit des services financiers. Alors, ce qu'on souhaite, c'est préparer une relève qualifiée dans le secteur, stimuler la recherche sur les enjeux importants, le temps pour les consommateurs, les juristes et toute l'industrie, et aussi mettre de l'avant les connaissances, vulgariser les connaissances dans ce secteur. Alors, dans ce cadre-là, on a lancé ce qu'on appelle les midi-causeries du LADFI. Donc, vous êtes à un de ces événements aujourd'hui. Et notre objectif dans ces événements-là, c'est de démocratiser un peu le droit des services financiers en vulgarisant certains thèmes qui peuvent parfois être plus difficiles à comprendre ou moins connus, tant de la communauté juridique là, que des consommateurs ou encore des intervenants dans l'industrie. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est le système bancaire ouvert. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent ou connaissent moins le terme. En tout cas, sachez que si vous ne connaissez pas encore qu'est-ce que ça constitue le système bancaire ouvert, vous n'êtes pas seul. Les statistiques démontrent qu'un très grand nombre de Canadiens, là, c'est de loin plus de la majorité, là, ne connaissent pas là, les rouages du système bancaire canadien. Alors, c'est du système bancaire ouvert. Alors, c'est ce qu'on va tenter de faire ensemble aujourd'hui. Et pour ce faire, on a la chance d'être accompagné par des experts, des gens qui connaissent bien ce sujet. Alors, d'abord, on a mon collègue, j'allais dire mon professeur. Ancien, peut-être. Ancien professeur, bien sûr. Mon collègue Marc Lacoussière, qui est professeur ici à la faculté de droit et qui est un expert dans le domaine du droit bancaire. Alors, merci d'être avec nous, Marc. On a aussi deux invités, deux avocates au cabinet Fasken. Alors, d'abord, on a Félicia. Là, je veux bien prononcer ton nom. Yifanji, très bien, qui est avocate au sein du groupe de pratique droit des sociétés et droit commercial chez Fasken. Donc, Félicia a une belle expertise au niveau de l'industrie des services financiers, des intervenants dans ce secteur-là. On a aussi la chance d'avoir Julie Yuzan Nolin, qui est associée au sein du groupe Vie privée et cybersécurité au sein de chez Fasken. Julie va nous amener toute l'expertise qui touche la protection des données, qui est un élément quand même clé dans le cadre du système bancaire ouvert. Alors, chacun aura la chance de prendre la parole à différents moments là, dans le cadre de ce midi-causerie. Pour ma part, je vais avoir le privilège de mettre à l'honneur nos experts en animant là, ce midi-causerie et je tenterai d'être la gardienne du temps. Alors, puisqu'on a commencé un petit peu plus tard, je vais me permettre là, de déborder un peu là, à la fin, mais quand même, on va tenter, dans le cadre de la prochaine heure, de faire le tour du sujet du système bancaire ouvert. Alors, sans plus tarder, il faut commencer par la base et je vais demander à mes experts, c'est quoi le système bancaire ouvert? Qu'est-ce que ça implique au sein de l'industrie des services financiers d'avoir cette possibilité-là, d'avoir un système bancaire ouvert? Et je vais me tourner d'abord vers Marc pour nous en parler. Merci, Cynthia. Alors, avant d'embarquer dans la définition du système bancaire ouvert, peut-être juste, si on monte un petit peu en amont, il faut comprendre que le système bancaire existe depuis très, très longtemps. Et traditionnellement, il y avait les banques, les systèmes financiers d'un côté, les entreprises commerciales de l'autre côté. Donc, ça a toujours été, disons, compartimenté, si on peut dire. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, les banques sont plus réglementées que les entreprises commerciales. Les banques ont le rôle, évidemment, de garder l'argent de manière sécuritaire et maintenant, de manière plus moderne, de garder les informations. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un genre de changement de paradigme, si on peut dire, un genre de game changer, on pourrait dire également, c'est que les entreprises commerciales veulent entrer dans le marché financier. Ils voient qu'il y a de l'argent à faire là et ça semble intéressant, donc ils veulent offrir des services financiers. Alors, l'idée du système bancaire ouvert, c'est d'avoir une bonne intermédiaire, si je peux dire, c'est qu'au lieu de faire affaire directement avec notre banque, comme on le fait traditionnellement, l'idée, c'est que nos données bancaires sont transférées à un intermédiaire qu'on appelle une fintech, donc un tiers, si vous voulez. Et nous, le consommateur, on fait affaire avec ce tiers-là qui, lui, va aller chercher les données dans le compte bancaire pour différentes opérations. Pour le moment, au début, c'est surtout pour les
les mécanismes de paiement. Donc, si je veux payer, au lieu de passer par ma banque, je pourrais passer par une fintech, par un tiers qui lui, va chercher l'information donc dans le compte de banque et les frais sont moins élevés. Tout ça, on verra les avantages tout à l'heure. Et également, si on a plusieurs comptes de banque, ça peut être intéressant parce qu'au lieu d'aller consulter chacun des comptes de banque, eh bien, la fintech, elle va le faire pour nous. Elle va aller avec notre autorisation dans chacun des comptes de banque. Elle va ramasser l'information, elle va colliger tout ça, elle va faire une agrégation de comptes. On va à une seule application dans le téléphone cellulaire ou l'ordi, peu importe. Et à ce moment-là, on a tout ce tableau de tous nos comptes de banque à un seul endroit, ce qui peut être assez intéressant. Il y a d'autres informations et qui sont pertinentes, on verra tout à l'heure. Donc, ça, c'est un élément qui est assez évidemment intéressant. On reviendra sur la question du consommateur et des données, mais le consommateur a un meilleur choix. Il peut choisir, il y a plus de choix surtout. Donc, au lieu d'avoir quelques banques, vous savez, le système bancaire, c'est un oligopole, il y a quelques banques plus Desjardins, mais sinon, avec plus de personnes, de joueurs, ben, ça amène plus de compétition, comme on le verra un petit peu également tout à l'heure. Et peut-être un dernier mot pour terminer là-dessus, c'est que le troisième point, c'est que pour avoir un succès de l'open banking, comme on l'appelle, parce qu'on peut l'appeler open banking, on peut également parler du système bancaire ouvert. Le gouvernement parle maintenant, dans le dernier énoncé économique de 2023, il parlait de services bancaires pour les gens. C'est la nouvelle appellation, mais on l'a déjà également appelé la finance axée sur les clients. En 2019, lorsqu'on a fait le premier rapport sur l'open banking au Canada, là. Donc, on a évolué dans le temps, on ne sait pas trop comment l'appeler. La nomination générique, c'est le système bancaire ouvert. Essentiellement, on va parler de cette manière-là. Donc, on doit focaliser sur le consommateur. Le consommateur, il est au centre de tout ça. C'est lui qui est le plus important. On veut également encourager la concurrence, comme je viens de le mentionner, avoir de plus de joueurs sur le marché. On veut créer pour les fintechs des opportunités d'affaires. Également, on veut que tout ça, tout l'écosystème, si on veut, soit plus efficace, plus efficient, également plus équitable pour tout le monde, surtout pour le consommateur. Okay. Merci beaucoup, Marc. Là, on a un peu la base là, de ce que ça représente, le système bancaire ouvert. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus. Puis Marc, tu as commencé à le faire, là, mais un consommateur, là, vous et moi, là, à quoi ça va nous servir, le système bancaire ouvert? Hein? Qu'est-ce que ça va nous donner, Félicia? Oui. Bien, avant de continuer, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, on n'exprime pas d'opinion juridique comme avocate aussi. Là, ça va nous permettre de s'exprimer librement dans nos propos aujourd'hui également. La façon que je comprends, moi, un système bancaire ouvert, c'est comme si aujourd'hui, quand tu effectues un paiement ou quand tu t'en vas pour payer une facture, il y a comme une autoroute sur laquelle ton paiement va circuler pour sortir de ton compte bancaire pour aller payer Hydro-Québec, par exemple. Puis, cette autoroute-là, en fait, c'est juste les grandes banques, les institutions financières qui ont accès à celle-là. Et dans ce système bancaire ouvert, en fait, c'est qu'on ouvrirait l'accès à ce rail à plus de joueurs, à des joueurs plus innovateurs, à des fintechs, justement, qui viendraient créer plein de nouveaux produits qu'on peut imaginer là, qui seraient soit t'aider à faire ton budget ou à payer plus rapidement quelqu'un à l'international. Ou, tu sais, je sais pas, ça te prend 3 jours pour que ton hydro soit payé, ben, tu sais, peut-être que toi, ça va te faire payer en 1 heure parce que tu as une fintech qui s'est branchée sur ce rail-là et qui a pu accélérer le processus. Fait que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, on le voit pas vraiment parce que j'essaie de l'illustrer, là. C'est vraiment, il y a un chemin où les paiements fonctionnent, puis il y a comme, tu sais, l'image encore plus dans le passé, c'est dans le passé, il y avait comme des chariots de chevaux qui transportaient l'argent d'une banque. Puis là, tu avais un autre chariot avec tout l'argent d'une banque. Là, ils se rendaient au centre de compensation, puis tout le monde disait, toi, tu me dois ça, cette journée-là, cette personne-là a transféré ce fonds-là à toi, puis là, tout le monde se compense. Fait que c'est un peu la même chose qui se passe, mais d'un point de vue technologique aujourd'hui. Puis cette technologie-là, bien entendu, elle est fermée aux joueurs qui n'ont pas l'accréditation, qui n'est pas une banque ou une institution financière. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça peut amener aux consommateurs? Puis c'est vraiment un imaginaire qu'on doit se donner, d'avoir un système qui est encore plus ouvert, qui va permettre à plus de joueurs de participer. On peut tant penser à, tu te connectes sur le système puis tu as accès justement à tous les gens qui ont tes informations financières. Fait que tu peux savoir combien tu as sur, je sais pas, ton wallet de crypto-monnaie, combien tu as sur ton compte bancaire normal, combien tu as sur ton hypothèque que tu as avec cette tierce partie, puis tout est centralisé sur le même espace. Puis, en plus de ça, si on va une étape plus loin,
on pense à comme dans ta vie de tous les jours, si tu veux faire des paiements, mais tu sais, aujourd'hui, on utilise une carte de crédit, mais il y a peut-être d'autres façons de faire des paiements. Puis à travers un rail qui est beaucoup plus ouvert et plus accessible à l'innovation, mais c'est comme ça que les technologies vont se développer pour faciliter l'accessibilité du paiement. OK. Puis concrètement, si je comprends bien, là, nous, dans notre téléphone, moi, je pourrais avoir une application d'une FinTech là, qui utilise la nouvelle autoroute. Là. Ouais. Et dans cette application-là, je serai en mesure de dire, OK, moi, j'ai un compte chez Desjardins, j'ai un compte chez Banque Nationale, j'ai un compte chez Tangerine, je peux tout voir ça à la même place, voir mon hypothèque et de là, peut-être un jour, même faire des paiements. Ouais. C'est ça le gros avantage, en tout cas, de ce qu'on comprend du système bancaire. OK, intéressant. Et là, la façon dont ça fonctionne, ce que j'ai compris, c'est vraiment un transfert de données. Donc, on va aller chercher mes données chez Desjardins ou ailleurs puis les amener vers l'application de la FinTech. Et est-ce qu'on a une idée de c'est quoi l'étendue de l'information qui est transférée? Bien, tu sais, on le voit, parce qu'on le voit déjà, il y a comme une tentative là, dans le marché au Canada, une tentative aussi de s'approcher de quelque chose de plus rapide en termes de traitement des paiements. Donc, tu sais, c'est la balance, donc tout ce que tu as dans tes comptes bancaires, tes informations bancaires en tant que telles. Aussi, tu sais, les dépenses que tu fais exactement. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux aussi là, que tu peux donner accès, puis tout dépendamment de qu'est-ce que la FinTech veut faire. Tu sais. Si c'est une FinTech qui est là pour faire ton budget, ben elle va aller chercher l'information de ta dépense même. Ou si tu es vraiment juste une FinTech pour comme transférer des fonds, ben j'ai peut-être pas besoin de exactement l'information de ta dépense. Tu as peut-être juste besoin du numéro du compte bancaire. C'est juste pour revenir un peu à la concrétisation, je pense que tu as certaines juridictions où est-ce que tu peux genre texter de l'argent à ton ami, mais comme pour pouvoir texter de l'argent à ton ami, il faut que l'application du texte soit comme accrochée à la rail pour que ton fonds soit transféré à ton ami. Puis aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il faut rentrer dans ton application bancaire, envoyer le e-transfer, puis là, ton ami le reçoit en acceptant le e-transfer. C'est un peu Non, mais vas-y, mais on vient simplifier les étapes. Ça, je comprends, on coupe les intermédiaires en permettant justement à la personne de se connecter directement à la technologie qui va faire la compensation. OK, c'est intéressant. Pour toi, c'est prometteur? Oui, je suis pas restée, en fait. Donc, c'est la nouvelle grosse affaire en service financier. Ben, tu sais, je sais pas, je pense que dans le passé, on utilisait du cash, par exemple, pour acheter des affaires. Puis là, soudainement, il y a eu les cartes de crédit. Aujourd'hui, là, je peux mettre ma carte de crédit sur mon téléphone, puis je vais partout dans le monde, puis je peux payer avec mon téléphone. J'essaie, dans le fond, parce qu'on ne voit pas encore les applications qui vont sortir de là, mais l'imaginaire que ça peut amener, c'est qu'on va une étape plus loin, puis c'est encore plus intégré à notre vie, notre façon de payer, notre façon de transférer des fonds. Donc, vraiment prometteur. OK, bien, je vais poursuivre sur cette lancée-là. Puis, on va essayer de voir les avantages pour le consommateur du système bancaire ouvert. Tu en as déjà donné quelques-uns, puis je vais commencer avec toi, puis après, on ira voir un peu les avantages macro, peut-être au niveau de la société, parce que c'est pas seulement chez le consommateur qu'il y a des avantages. Marqué, il peut y avoir aussi des enjeux. On va y revenir juste après. Alors, je vais te laisser encore la parole, puis par rapport à ça. OK. Ben, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, puis peut-être que vous le savez, là, mais c'est tout ça pour faire fonctionner un système où est-ce que quand tu payes avec ta carte de crédit ou tu payes avec ta carte de débit, ça apparaît, puis le marchand, lui, de son bord, il voit que tu l'as payé. Tu as des intermédiaires à tous les niveaux. Puis là, c'est quand même complexe en termes de qui obtient l'information. Puis toi, ton information financière circule à travers tous ces intermédiaires-là. Fait que tu peux penser à la machine de paiement qu'il y a chez le marchand. Après ça, le marchand, lui, il va participer à un Stripe ou à genre une application, un Stripe ou genre, une application en arrière qui va l'aider à genre traiter toutes ces données. Puis là, cette application-là va être branchée à une autre application. Dans le fond, il y a plein d'intermédiaires avant que ça se rende à la banque. Puis, ton marchand, en fait, s'il vend un bien à 100 $, la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, le marchand va avoir 97 $. Fait qu'il y a comme un 3 $ qui se perd dans la chaîne. Puis là, aujourd'hui, au Québec, ben, c'est pas le consommateur qui paie le 3 $, c'est le marchand. Par contre, à l'extérieur du Québec, récemment, il y a eu une action collective des marchands contre les systèmes de rail. Et à l'issue de cette action collective, il a été maintenant autorisé aux marchands de passer la charge aux consommateurs.
Donc, bien entendu, au Québec, c'est pas possible à cause de la FBC. Donc, on parle d'une surcharge capée aujourd'hui à 2,4 %. Donc, en tant que consommateur, aujourd'hui, si je paye avec une carte de crédit, le marchand aurait le droit de me passer une surcharge sur mon bien que j'ai acheté de 2,4. Le système bancaire ouvert, l'avantage, c'est qu'on viendrait couper tous ces intermédiaires-là et que une personne, par exemple, un marchand qui voudrait se faire payer rapidement ou se faire payer pourrait utiliser le nouveau rail ouvert pour se faire transférer ce fonds-là. Puis, on parle de justement l'élimination de ces intermédiaires-là puis l'élimination du frais. Et puis même au Québec, je comprends qu'on ne peut pas se faire charger directement le frais, mais on s'entend qu'indirectement, dans le prix des biens et services que je paie, le prix est intégré. Là. Donc, il y a quand même un enjeu. Donc, si les choses changent, ça peut aussi avoir des répercussions pour ça. Puis, tu sais, vous avez mentionné compétitivité, stimuler la compétition aussi, là, comme lorsque si tu es un marchand artisan, pourquoi est-ce que souvent vous allez dans des entreprises locales ou quoi que ça, puis ils vont dire on ne prend pas crédit, genre payer des billets. Parce que c'est moins cher pour eux de prendre cette carte-là. Ils ne vont pas avoir justement ce pas 3 $, mais comme la charge additionnelle. Puis d'un point de vue même économiquement, ça peut venir alléger le fardeau des entreprises. Okay. On voit bien l'intérêt pour le consommateur. Donc, le consommateur, facilement accès à ces données, facilement la possibilité de les transférer, ces données, on aura la chance d'en reparler, peut-être même faire des transactions, réduire les frais dans l'ensemble de ces transactions. Fait que pour le consommateur, même pour l'entreprise, là, dans sa relation, on voit l'avantage. Au niveau macro, au niveau de l'ensemble de la société, qu'est-ce qui ressort du système bancaire ouvert? Justement, pour reprendre le point de la concurrence, évidemment, ça mène donc, comme je commençais à dire tout à l'heure, ça va amener plus de concurrence parce que le système bancaire canadien, c'est vraiment un oligopole, c'est tissé serré. Si on remonte dans le temps, fin 19e, début 20e siècle, il y a eu des fusions bancaires. Alors, il y avait beaucoup de banques, en fait, qui existaient. Mais plusieurs banques ont été fusionnées ensemble. Maintenant, on connaît la Banque Royale, on connaît la Banque TD, la Banque Scotia, évidemment, la Banque la BMO et la Banque nationale, si vous voulez. Mais également, Desjardins, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres petites banques au Canada, mais ils sont très, très nichés. Alors, donc, on a ces banques-là qui offrent des services très, très généraux. En fait, ce sont des grandes banques qui offrent tous les services que l'on veut, tant au niveau des paiements, du crédit, du prêt personnel, du prêt commercial, bien sûr, des transferts internationaux, la totale. Là. Évidemment, ça va de soi. Mais donc, les fintech, elles vont offrir plus de services selon le nombre de fintech. Donc, chacune va offrir des services très, très nichés, très, très pointus, mais avec le nombre de fintech, comme consommateur, on a plus de choix. Donc, au lieu d'avoir 4-5 banques qui souvent offrent à peu près les mêmes services, ont à peu près les mêmes contrats bancaires, puis souvent ont des frais très élevés. Donc, si je vais vers une fintech, alors concernant les paiements, il y en a peut-être plusieurs, j'ai le choix, évidemment, parmi plusieurs. Donc, ça donne plus de choix, ça fait baisser les prix. Comme vous l'avez mentionné également, ça amène un peu plus d'innovation également. Donc, ce sont des points vraiment importants et très, très intéressants. Donc, c'est un élément à considérer. Puis, un autre élément qui est un peu différent, ça s'appelle l'inclusion financière. Donc, au Canada, on ne le sent pas trop parce qu'au Canada, nous avons le droit au compte. Alors, tout le monde a le droit d'avoir un compte de banque. Si on est membre d'une banque fédérale, Desjardins, ce n'est pas le cas avec les règles québécoises. Mais au niveau des règles fédérales, on a le droit au compte. En fait, Desjardins va ouvrir absolument des comptes de banque pour tout le monde, mais il n'y a pas cette obligation qu'ont des banques. Mais donc, on a à peu près un taux de bancarisation d'autour de 98-99 % au Canada. C'est quand même beaucoup. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont des comptes de banque. Et si on regarde d'autres pays, il y a beaucoup de pays, là, des pays en voie de développement, ça peut être autour de 10-15 %, 20-25 %. Là. On n'est vraiment pas dans la même catégorie. Et même aux États-Unis, là, juste pour donner un ordre de grandeur, c'était autour de 94 % pour un ménage. Le ménage, c'est peut-être qu'un des deux n'a pas de compte de banque. Là, on parle des États-Unis, c'est quand même notre voisin, c'est quand même pas rien. Là. Alors, imaginez. Donc, l'inclusion financière à l'extérieur du Canada va aider les gens à avoir plus facilement accès au système bancaire. Et pour des gens au Canada, mais ça va aider les gens à avoir accès aux services bancaires à un taux
moins élevés, à des coûts plus bas. On parlait des frais de carte de crédit, c'est un élément. Il y a d'autres frais également qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, le fait de pouvoir payer moins cher, ça peut être plus intéressant également. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment important. Et les frais bancaires, vous savez, c'est un éternel problème. C'est une récrimination contre les banques. Ça existe depuis très, très longtemps. On voit régulièrement des politiciens monter au créneau. Là, souvent, on dire, là, les frais sont trop élevés. On va encadrer les frais bancaires. Moi, je me dis, je souhaite bonne chance parce que si on peut encadrer les frais bancaires d'un côté, mais d'autre côté, on va aller chercher les frais. C'est comme l'eau rentre dans la chaloupe. Là, on ne peut pas calfeutrer tous les trous. Là, l'eau va toujours rentrer. Puis ça va finir que c'est impossible d'empêcher tout ça. Donc, cette manière-là peut permettre de baisser les frais bancaires, au moins avec les fintechs, puis peut-être en général, espérons-le. Donc, une meilleure inclusion financière. OK, c'est intéressant. Donc là, ça fait un petit bout qu'on a dit un petit peu c'est quoi le système bancaire ouvert, on a parlé de ses avantages. Inquiétez-vous pas, on bientôt va arriver, là, je ne dirais pas les inconvénients, mais en tout cas les enjeux à surveiller. Mais là, ce que je veux qu'on se pose comme question, c'est que c'est beau tout ça, mais au Canada, en ce moment, est-ce qu'on a un système bancaire ouvert? Est-ce que ça existe? Est-ce que, comme consommateur, en ce moment, je peux bénéficier de ça? Je redonne la parole, Marc, là-dessus. Oui et non. Réponse d'avocat, ça dépend. Alors, légalement, non. Parce que le système bancaire, le cadre juridique est en développement, en fait. Depuis plusieurs années, on réfléchit. Ça, au Canada, on réfléchit longtemps avant de mettre en œuvre certains changements importants, alors que dans d'autres endroits, ça va peut-être parfois plus vite. Donc, on a prévu dans un budget qui s'en vient au 16 avril 2024. Donc, on a promis un cadre réglementaire pour encadrer le système bancaire ouvert. Donc, on attend tous impatiemment la chose. Mais pour le moment, donc, il n'y a rien qui encadre. Il y a quelques éléments qui ont été mis de l'avant pour permettre aux banques de faciliter les collaborations, les partenariats avec des fintechs. Ce n'est pas encore en vigueur, mais on a commencé à changer les lois de ce côté-là, même si ces articles-là n'ont pas encore été sanctionnés. On prévoit que les fintechs devront être encadrés par notamment la Banque du Canada, devront être enregistrés, tout ça. Il y a plusieurs éléments qui se mettent en ligne de compte. On commence à changer les lois pour les protections des consommateurs, notamment pour permettre la portabilité des données. Je pense qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, tous ces éléments commencent à changer, mais on n'a pas encore le cadre général. On espère qu'au mois d'avril, ça va s'en venir. Donc, il n'y a pas ce cadre-là, mais il y a quand même, là, vous allez en parler un peu plus, je présume, il y a quand même la possibilité d'avoir des tentatives, mais du grattage d'écran, le screen scraping. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Je ne veux pas vendre le punch, je vais vous laisser m'expliquer. C'est vous qui allez l'expliquer, vous connaissez plus que moi. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Tout à l'heure, elle connaissait plus que moi. Je garderai mon punch pour tout à l'heure. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, c'est possible de faire affaire avec une fintech maintenant, mais on va donner l'autorisation, nous, à la fintech, mais la banque n'est pas totalement concernée là-dedans. Alors, vous savez, le contrat avec la banque et les consommateurs, c'est qu'on garde nos codes secrets. Le code secret, il s'appelle secret parce qu'il est secret. On ne doit pas le dévoiler à personne. Tandis que là, on le donne quand même. Donc, ça pose un problème déjà en partant là. Mais je vous laisse aller là-dessus. Oui, je vais laisser Félicia peut-être Oui, l'expliquer parce qu'elle fait déjà affaire avec le screen scraping. Pour qu'on comprenne bien, là, en ce moment, vous pouvez, comme consommateur au Canada, utiliser des services qui s'apparentent à du système bancaire ouvert, mais qui n'est pas encadré comme tel. On verra tantôt que c'est un enjeu. Mais pour le moment, donc, on va essayer de voir un peu plus en détail là, ce que c'est. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme consommateur? En fait, on parle de open banking depuis plusieurs années. Puis je pense que tu as beaucoup de fintech qui étaient très excités que le RAI soit en place. Mais là, ça a pris plusieurs années. T'sais, on est quand même en retard sur l'échéancier initial qui avait été proposé par le gouvernement fédéral. Donc, on voit beaucoup de fintech et de joueurs un peu prendre les choses dans leurs mains puis trouver d'autres façons d'arriver aux résultats espérés. Puis, une des façons, justement, qu'on retrouve, puis ça, c'est vraiment l'aspect partage de données parce qu'il y a d'autres façons. Tantôt, on a parlé de l'aspect technique, là, comme ton paiement qui va plus rapidement. Tu as des fintechs qui vont aussi trouver des façons plus rapides de le faire aussi. Mais aujourd'hui, si on revient à la question des données, tantôt, on a parlé de l'avantage de pouvoir faire ton budget en prenant toutes tes dépenses de ta carte de crédit, tes comptes d'investissement que tu as fait, je ne sais pas, chez ton courtier, avec ton hypothèque, après ça, tes autres comptes de banque, tes autres prêts, puis tout ça dans un seul espace. En date d'aujourd'hui, il y a la possibilité pour toi de donner tes codes à une fintech. La fintech va agir comme toi
se loguer sur la page de la banque, aller prendre toutes les données, les mettre sur la FinTech. Et là, toi, quand tu accèdes à la FinTech, ben, tu as toutes les données de tous tes comptes ensemble et tu es capable de voir ton net worth, combien tu dois au total. Tu peux même, si tu autorises la FinTech à aller chercher les types de dépenses, tu peux même avoir une FinTech qui track combien tu as dépensé en transport en Uber, combien tu as dépensé en restaurant. Donc, tout ça, c'est tout l'aspect genre partage de données. Puis, il y a cette fonctionnalité-là, là, vous l'entendez, vous entendez plein de drapeaux rouges qui se lèvent. Là. Ben oui, c'est très... Il y a beaucoup de risques associés à ça, mais je pense que les consommateurs le demandent, la technologie est là. Fait c'est un peu comme c'est un peu comme une industrie qui est allée plus vite puis qui voulait accéder à cette convenance plus rapidement. Puis là, je peux parler peut-être un peu de comment ça s'est fait d'un point de vue technique aussi. Il y a même des fintechs qui se sont créés comme des rails entre eux. Fait que là, ton paiement est plus rapide, mais comme d'un compte fintech à un autre compte fintech. Fait que c'est comme, à la fin de la journée, c'est pas dans un compte bancaire du tout, là, c'est juste un numéro qui est inscrit chez la fintech. Mais j'avoue que je peux voyager partout dans le monde, payer avec ma carte Visa, puis j'ai pas besoin de faire de taux de change, par exemple. C'est comme... C'est tous des nouveaux produits qui ont un peu devancé la réglementation, qui amènent leurs risques aussi, mais c'est aussi parce que je pense qu'en tant que consommateur, en tant qu'industrie du paiement et financier, on est rendu là. Okay. Puis est-ce que tu as des exemples de FinTech en ce moment au Québec que je pourrais là, utiliser leurs services? Des noms de compagnies, là. Ouais. Jusqu'à tout récemment, en fait, parce que j'ai regardé, en fait, Mint a désactivé la fonctionnalité. Oh. Fait que, Mint te permettait, en fait, d'attacher tes comptes à leur système de budget. Puis, d'ailleurs, j'étais utilisatrice aussi. Fait que, dans le fond, ton compte était attaché, puis tu pouvais juste tracker l'ensemble de même tes paiements hypothécaires, mais aussi la valeur de ta maison. Il y avait comme toute une affaire pour calculer combien valait ta maison sur le marché immobilier. Fait que là, ça faisait en sorte que tu pouvais genre voir combien était comme ta valeur totale personnelle aussi. Là. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres en ce moment qui l'offrent, ce service-là? Moi, j'avais en tête Art Bacon, mais je peux me tromper. Là. Je ne l'ai pas vérifié, lui, OK, parfait. Ouais. Mais donc, oui, vas-y, Marc. En fait, pour répondre à la question, il y a quelques autres. Hier, il y a un rapport de Finance Montréal qui était rendu, qui est sorti. Puis, on expliquait vraiment le topo là, des FinTech et, au niveau de l'intelligence artificielle, mais également au niveau de l'open banking. Donc, on avait quelques... Et ça peut être disponible en ligne. Vous voyez le lien si tu veux faire suivre. Et il y avait quelques exemples, notamment, il y en a plusieurs, là, mais quelques-unes. Flinks, il y en a 3 qui touchent les paiements. Flinks, Zoom Rail, et ainsi que Nuvei, Nuvei. Mais je vous enverrai le lien, là, vous pourrez faire suivre. Donc, les autres, ils font surtout des services de paiement. Et Wealthtica, qui est un agrégateur de comptes. Là. Donc, il y en avait comme plusieurs. Il y a à peu près, ça dépend, au niveau des paiements, il y en a une cinquantaine, peut-être moins au niveau juste de l'open banking, mais ça dépend selon les types de services qui sont offerts. Mais ce rapport-là est vraiment intéressant par ailleurs. Là. Alors, je vais le consulter en détail. Je vais vous faire parvenir par courriel là, pour tous les participants le lien vers le document. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend qu'en ce moment, au Canada, on n'a pas nécessairement mis en place un cadre clair pour permettre le système bancaire ouvert, mais les FinTech ont trouvé une façon de rendre plusieurs des services quand même disponibles, mais tout ça, ça a quand même des enjeux. Parce que, puis c'est là que, enfin, vous allez pouvoir entendre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en soi, le système bancaire ouvert, là, même lorsqu'il y a un cadre, peut avoir des enjeux, peut présenter, là, je dirais, des questionnements importants, des éléments qu'il faudra prévoir dans un cadre juridique, puis sur ça, on aura la chance d'en reparler. Donc, on va commencer avec cet aspect-là, puis après, on verra, avec la situation actuelle au Canada, c'est quoi les risques supplémentaires que peuvent avoir les consommateurs à utiliser un faux système bancaire ouvert. Alors, je te cède la parole, Julie. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, effectivement, en matière de protection des renseignements personnels et de cybersécurité, un système bancaire ouvert présente quelques enjeux. Quels sont-ils? Alors, premier enjeu, effectivement, c'est tout ce qui est sécurité. Donc, il faut s'assurer que nos données financières sont sécurisées aussi bien au niveau de la banque qu'au niveau de la FinTech durant le transit, dans la communication. Pourquoi?
est-ce important? Parce que les renseignements concernés, les renseignements financiers, sont des renseignements considérés comme sensibles, voire extrêmement sensibles dans certaines situations. Donc, il faut que les mesures de sécurité soient adaptées à leurs caractéristiques, à leur sensibilité. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, on va se poser la question, si par exemple, il y a une cyberattaque, ce qui peut arriver. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'arrive jamais. Et en plus, c'est comme un appât. Genre, Voilà. aussi, En plus, ça crie, comme dit Félicia. C'est même pas qu'on va attaquer la banque, on va peut-être attaquer la fintech. Mais bon, mais qui va être responsable? Qui détient les données juridiquement? Tout ça, ça va poser des questions. Est-ce que c'est la banque qui détient les données? Est-ce que c'est la fintech? Est-ce que c'est finalement le consommateur? Il ne faut pas oublier que finalement, les renseignements personnels n'appartiennent qu'aux consommateurs, individus. Ils n'appartiennent ni à la banque qui ne fait que les utiliser, ni à la fintech qui ne fait que les utiliser. Donc finalement, qui va être responsable si la banque subit une cyberattaque ou si c'est durant la communication? Ça, c'est quand même un enjeu principal et on va aujourd'hui recommander peut-être de prévoir cette situation contractuellement pour le moment. Autre chose, en matière de confidentialité des données, mais finalement, comme elle a dit, mais que se passe-t-il? On n'a pas de règles particulières propres au système bancaire ouvert, donc finalement, on va appliquer les règles générales en matière de protection des renseignements personnels, soit au fédéral, soit au Québec. Comme vous avez tous entendu parler, au Québec, il y a une grande réforme, la fameuse loi 25, qui en fait s'aligne un peu sur le système européen et qui donne une protection accrue en matière de protection des renseignements personnels et un contrôle également accru des individus sur leurs renseignements personnels. Et comment avoir ce contrôle accru? Ça va passer par une meilleure transparence et j'y viendrai en détail. Mais finalement, que le système bancaire soit officieux ou officiel, comme Marc l'a mentionné, il y a le système de grattage d'écran. Le système de grattage d'écran, c'est finalement, moi, utilisatrice, je vais donner l'autorisation à la fintech de prendre mon mot de passe et mon login et mon mot de passe et de l'utiliser pour pouvoir accéder à mes comptes bancaires. Et ça, c'est très généralement interdit par les conventions de services des banques. Okay. Donc, si on fait ça et que s'il y a un problème, une fraude, tout ce qu'on veut, on perd la protection de la banque offerte par la convention de service. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Est-ce que ma banque interdit le système de grattage d'écran ou pas? Ça, à votre connaissance, est-ce qu'il y a des banques qui le permettent? Non, parce que c'est un moyen d'assurer la sécurité. Les banques qui détiennent les renseignements financiers sont censées assurer leur sécurité. En permettant ce grattage d'écran, finalement, elles vont elles vont atténuer la sécurité qu'elles peuvent offrir. Donc, on peut dire que les consommateurs en ce moment au Canada qui utilisent les services analogues et des services qui découlent du système bancaire ouvert, donc par le grattage d'écran, se placent tous dans une position où si leurs données sont mal utilisées, s'il y a des transactions douteuses dans leur compte, ils ne pourront pas se retourner vers leur banque pour avoir un appui, ou du moins, ça va être difficile. Très difficile, effectivement. C'est quand même un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. C'est peut-être pour ça, au fait, que maintenant, au Québec, et dans la loi C27, on va avoir ce qui s'appelle le droit à la portabilité, qui va permettre la portabilité à un individu de demander que ces données lui soient communiquées dans un format technologique couramment utilisé pour être transférées à une autre partie. Et en fait, ça s'applique très bien dans le cadre du système bancaire ouvert. C'est intéressant, on va avoir la chance d'en parler plus parce qu'on va se diriger, on comprend un peu mieux les enjeux, puis on voit que c'est beaucoup autour de la protection des données. Donc, on va essayer de comprendre si on met en place au Canada, puis on sait que ça se discute, alors ça reste à confirmer, supposément que ça va être confirmé sous peu, mais je vais attendre de le voir pour le croire. Donc, si on va vers un système bancaire ouvert, ça va ressembler à quoi le prendre qu'on va avoir en place? Donc, la première chose que j'aimerais vous amener avec l'aide de Marc, là, ça va être quoi les objectifs en tête pour le législateur dans ce contexte-là pour venir encadrer le système bancaire ouvert? Il y a beaucoup d'éléments, mais dans les grandes lignes, le premier élément, c'est le consommateur. Je vous dirais, le deuxième, c'est le consommateur, et le troisième, c'est le consommateur. Et essentiellement, il est au centre du problème.
Donc, on part avec ça. Et ce que là, on veut, c'est amener la confiance du consommateur dans le système bancaire parce que l'idée d'aller, comme vous l'avez mentionné, l'idée d'aller sur faire du captage d'écran, c'est interdit. Ben, c'est une question de gestion de risque, en fait. La personne va dire, ben moi, je vais tolérer le risque de prendre une chance et de faire affaire avec une fintech, puis s'il arrive un problème, tant pis. Une autre personne va peut-être dire, moi, je ne prendrai pas le risque. Alors, au final, il y a un peu ça là-dedans pour le moment. Là. Évidemment, ça changera. Donc, ça, ce sont les grandes lignes. Mais à la base, ce qu'on veut retrouver, évidemment, dans les objectifs, la question des données, c'est évidemment c'est ce qui est au centre, la protection des données. Alors, vous voyez, le tableau est un peu comment ça apparaît. Donc, la question des données, la question de l'encadrement des fintechs par la Banque du Canada, notamment. Question de où est-ce que les banques qui modifient et d'autres choses qui vont venir, notamment la portabilité des données. Et donc, on veut surtout encadrer les fintechs parce que maintenant, c'est comme elles jouent sur le terrain des banques, mais sans avoir la même réglementation. C'est un peu si vous avez deux équipes de hockey sur la même glace puis ils ne se respectent pas les mêmes règles du jeu. C'est un peu juste énoncer ça, ça a l'air un peu étrange, mais c'est comme ça actuellement, en fait. Alors, donc, les banques et Desjardins au Québec sont encadrées de façon très, très stricte parce qu'elles gèrent notre argent, bien sûr, nos fonds de pension et tout ça. Mais de l'autre côté, les fintechs peuvent faire à peu près faire ce qu'elles veulent ou presque. Alors, de plus en plus, on les encadre, on leur octroie des licences. Donc, avec les licences viennent des conditions, bien sûr. Donc, est-ce qu'on veut apporter plus de conditions au niveau de la sécurité des données dans les transferts, au niveau de la protection des dépôts, au niveau des obligations? Là, on a commencé à en parler, le partage de la responsabilité, qui est responsable dans quelles circonstances. Donc, c'est vraiment ce que l'on veut établir. Là. Ce sont les principaux éléments que l'on veut voir. Puis, avoir des règles communes pour tout le monde, que tout le monde suive les mêmes règles du jeu là, au niveau des fintechs pour commencer et se rapprocher de plus en plus sur les banques. C'est sûr qu'on n'a pas le même encadrement que les banques, parce que les banques sont plus générales, évidemment, tandis que les fintechs ont une approche un peu différente selon les secteurs. Puis on le voit en Europe, d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de l'Europe, là, mais en Europe, si tu me permets, c'est une fois, depuis 2015, on permet l'open banking. C'est encadré depuis 2015. Là. Nous, on a commencé à y réfléchir après 2015. Et là, on n'a pas encore encadré le truc presque 10 ans plus tard. Là. Ça va arriver pour 2025. Là. Si le budget est cette année, ça veut dire que l'encadrement va arriver dans un an. Alors, 10 ans plus tard, vous voyez un peu le truc. Donc ça, des règles communes, c'est important. Et puis, au-delà de tout ça, comme je mentionné tout à l'heure, il faut me répéter, là, pour encourager la concurrence, avoir plus de concurrence sur le marché, plus de joueurs, et au final, pour que le consommateur en sorte gagnant, bien sûr, à tout égard. OK, intéressant. Il y avait une question, mais je ne sais pas si on la prend maintenant. On va la prendre à la fin si ça convient. Ça convient, c'est bon. Donc, là, je comprends bien, tu as dit les objectifs, tu as parlé un peu des composantes aussi, là, donc on voit ce qui se dessine. Je ne sais pas si Félicia, tu voulais ajouter quelque chose au niveau des composantes. Ouais. Moi, je trouve vraiment intéressante l'idée qu'on veut venir encadrer les fintechs, pas de la même façon qu'on encadre les banques, mais quand même leur donner un cadre qu'ils n'ont à peu près pas aujourd'hui. Là. Fait que eux, ça pourrait ressembler à quoi, ces fintechs-là? Qu'est-ce qu'ils pourraient se voir imposer? Mm-hmm. Bien, tu sais, je pense que quand on a parlé justement du système bancaire ouvert, puis ils ont tenu des tables rondes de consultation pour voir un peu les joueurs aujourd'hui des fintechs, vous serez prêts à accepter quel genre de mesures et tout, mais ils n'ont pas juste parlé aux fintechs, ils ont parlé à des experts dans le domaine. Puis, tu sais, ils sont venus parler justement de l'accréditation. C'est quoi les niveaux qu'une fintech doit atteindre pour pouvoir, accéder aux données, 2, accéder au rail. Donc, tu sais, c'est tant participer de manière opérationnelle au système bancaire ouvert, mais également pouvoir accéder aux données. Fait que c'est comme ces deux aspects-là. Puis, on l'a un peu abordé, là, mais en termes de grands thèmes, 1, c'est quoi les critères pour pouvoir être inscrits? Donc, ils vont être inscrits, il va y avoir une inscription. Une fintech qui va vouloir offrir ces services-là va devoir s'enregistrer quelque part, là, puis respecter des règles pour ça. Exact. OK. Puis, tout dépendamment de ce que la fintech fait. Donc, si la fintech détient à un certain point dans le processus des fonds du consommateur, il va encore avoir des seuils plus élevés. Donc, tu sais, je pense que la loi, elle a quand même été modulée pour être adaptée selon les activités de la fintech aussi. Donc, la loi en réflexion, là, on se comprend, là? OK, parfait. Autre chose, on l'a mentionné un peu tantôt, la question de la responsabilité. Donc là, tu sais, il y a une grosse, je sais pas, il y a une grosse attaque, tous les données sont volées, tous les montants sont volés. Genre, tu sais, sur le rail, on ne trouve plus une scène. OK? Toutes les banques ensemble, tu sais, ils ont des poches profondes. C'est ce genre d'attaque-là, ils ont des assurances et tout, mais
c'est quoi le rôle? Jusqu'à où est-ce qu'on peut aller chercher la responsabilité d'une fintech, je sais pas, qui a genre 2 ans de vie ou de 5 ans de vie? Comment est-ce que cette responsabilité est partagée entre les joueurs qui sont branchés sur ce rail-là? Est-ce qu'on y va par proportion? Est-ce qu'on y va par volume de transactions? Est-ce qu'on y va par degré d'intégration? Comme, donc, ça devrait être prévu dans la législation. Là, ouais. C'est toutes des questions qui se sont faites poser. Puis, je pense que le cadre réglementaire pour l'inscription est déjà en place et les mesures et tout, mais il faut comme une loi d'encadrement pour venir rattacher tous les différents éléments qui se passent un peu. Je suis de comprendre. Tu dis que le cadre est déjà en place. Ma compréhension, c'est qu'il ne l'est pas pour le partage de données. Là. Pas pour le partage. OK, parfait. Donc, il y a déjà des brides. Des brides. Okay. Puis la loi d'encadrement, justement, qui est censée rentrer, là, ça va permettre de donner comme un aperçu de comme où chaque élément semble. OK, c'est simple. Y a-t-il d'autres projets de loi présentement? Comment? J'ai pas compris, Dominique. Y a-t-il des numéros de projets de loi en cours? En tout cas, là, je vais parler. Ma compréhension, c'est que ça va être annoncé au budget le 16 avril prochain. Mais moi, quand je parle d'accréditation, c'est la loi sur, là, je lis juste le nom en anglais, mais le Retail Payments Activities Act. Ouais. Celle-là, c'est elle qui a mis en place une obligation de s'inscrire, mais on parle pour les services de paiement. Ouais, exactement. Ça peut nous donner un peu le ton à savoir ce qui s'en vient pour plus largement là, pour tous les autres services liés là, au système bancaire ouvert. OK, c'est intéressant. Puis je voyais aussi qu'il risque d'avoir une autorité responsable là, de ces fintechs-là. On ne va pas juste leur donner une accréditation puis des règles. Il va y avoir quelqu'un pour surveiller. Mais pour l'instant, lorsqu'on parle souvent pour les paiements, c'est la Banque du Canada. Okay. Ils ont déjà fait leur nuit avec ça. On verra ce qui arrive s'il y a question d'agrégation de compte ou autre service, parce que ça va prendre de l'ampleur. Là, on passe seulement de l'open banking, mais on s'en va vers l'open finance, donc ça va être autre chose, ça. Alors, on va sortir du secteur bancaire pour aller vers peut-être assurance ou mobilière ou autre. Là. Alors, c'est comme une autre game avant québécois. Là. Donc, c'est une autre histoire. Donc, il va y avoir plus d'enjeux et donc, à savoir qui va superviser tout ça, c'est autre chose. OK, c'est intéressant. Et assurément, dans ces règles communes-là, il va y avoir quelque chose qui va toucher la protection de la vie privée. Ça, je suppose que le fédéral va vouloir mettre un grain là-dessus. Ça va m'amener à ma prochaine question pour Julie, parce que tu l'as mentionné tantôt au Québec, on a une loi là, qui est là, qui comprend, qui a vraiment changé, disons, la donne au Québec en domaine de protection là, des renseignements confidentiels. Comment tout ça va s'imbriquer? Okay, j'aimerais ça t'entendre sur ce sujet-là. Là, comment... Effectivement, donc la nouvelle loi qu'on appelle loi 25 a été adoptée en 2021 avec plusieurs dates d'entrée en vigueur, donc septembre 2022, septembre 2023 et septembre 2024. Et septembre 2024, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est concernant le droit à la portabilité. Donc, comme on l'a tous mentionné, finalement, qu'est-ce que c'est le système bancaire ouvert? Finalement, c'est permettre la portabilité de mes renseignements personnels, mes renseignements personnels, bien évidemment mon nom, mais mon numéro de compte, les actifs que j'ai dans mes comptes. Et donc, c'est permettre de transférer ces renseignements qui ont été recueillis directement auprès de moi dans un format informatisé et donc de me les communiquer en fait dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Je suis désolée pour toutes les petites notions techniques, mais c'est vraiment ça qui va poser problème peut-être, afin que soit je les conserve peu d'intérêt, mais surtout que je les transmette à un tiers. C'est-à-dire qu'il faut que mes renseignements aient été donnés par moi directement à mon institution bancaire, dans un format informatisé, mais aujourd'hui c'est quasiment toujours le cas, et que la banque les conserve dans un format technologique couramment utilisé pour pouvoir les transmettre elle-même à ma demande à la fintech. Mais il y a deux limites aujourd'hui. C'est pour ça que c'est peut-être un autre enjeu, mais en même temps une solution. En fait, le droit à la portabilité qui permet donc le système bancaire ouvert est limité aux renseignements directement recueillis auprès de moi et non pas aux renseignements créés ou inférés par la banque. Et assez souvent, quand la banque elle vous donne notre état de compte, il y a quand même des aspects créés par la banque. Tu me donnes un exemple? Alors, par exemple, oui, justement, donc, à partir de mes comptes bancaires, de mes dépenses, par exemple, j'ai un taux de dépenses trop élevé, par exemple, pour avoir, et donc ça diminue la cote de crédit, par exemple, des choses comme ça. Et ce genre de renseignements qui ont été créés à partir de mes propres renseignements, mais qui ont été créés par la banque,
Donc, ça crée aussi mon profil d'acheteur-consommateur. Ben ça, ils ne sont pas concernés par cette portabilité Dans la loi québécoise. dans la loi québécoise. Mais donc, la loi fédérale pourrait aller plus large que ça. Puis là, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il va y avoir un enjeu de partage des compétences? Alors, la loi fédérale, au moment. Donc, aujourd'hui, on a PIPEDA, mais qui ne prévoit pas le droit à la portabilité. Et on a aussi le projet de loi C-27 qui mentionne un droit à la mobilité. Pas mobilité, pas portabilité, bon, ça c'est autre chose. Mais en fait, le droit à la mobilité, ça sera effectivement de permettre à la demande d'un individu de communiquer à un tiers les renseignements recueillis à son égard, mais si et seulement si les deux organisations, donc l'organisation émettrice, donc la banque, l'organisation réceptrice, la FinTech, sont assujetties à un cadre de mobilité des données. Donc aujourd'hui, c'est ça le projet de loi. Et ce cadre sera défini par un règlement du gouvernement. Donc c'est encore très vague au niveau fédéral. Beaucoup de zones grises. Beaucoup de zones grises. Et autre chose que je voulais rajouter sur le droit à la portabilité, c'est qu'effectivement, c'est possible, si c'est techniquement possible, si cela ne soulève pas de difficultés sérieuses. Et juste pour revenir sur ma question, pour toi, il n'y aura pas d'opposition entre une possible réglementation fédérale sur ces enjeux-là et ce qu'on a déjà au Québec? Là, je me demande, est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, on n'a pas les mêmes normes, donc c'est plus sévère au Québec que ce qui va être prévu au niveau fédéral. Est-ce que c'est le genre d'élément qui est possible? C'est le genre d'élément qui est possible. Il ne faut pas oublier que les banques, même au Québec, elles sont soumises au fédéral. Les fintech, non, pas nécessairement. Voilà. Et on va aussi peut-être privilégier la règle la plus stricte. C'est-à-dire que s'il y a soit une qui est moins stricte que l'autre, pas forcément contradictoire, mais une qui laisse plus d'ouverture, parce qu'on doit toujours protéger les renseignements personnels, on va privilégier la règle la plus stricte. Aujourd'hui, sur le papier, c'est la québécoise. Parfait. On verra un peu plus tard. Juste pour être certaine de bien comprendre, là, je fais ça pour mes étudiants. Pour être certaine de bien comprendre, donc, que je sois une banque, que je sois une fintech, que je sois Desjardins, en ce moment, je suis soumise à la loi québécoise. Et si cette loi-là, elle est la plus stricte et elle demeure plus stricte une fois qu'on aura mis un projet en place au fédéral, je serai soumise à cette loi. Pour les banques, même aujourd'hui, ouais. Elles sont soumises à la loi fédérale. Elles ne sont pas soumises à la loi québécoise. OK, parfait. Pas pour leur activité de. OK, merci pour la gestion. Mon erreur. Parfait. J'ai bien fait de me faire préciser. Non, parfait. Mais c'est quelque chose honnêtement compliqué. Donc, tous les jours, on doit déterminer à quelle loi l'entité est soumise. Donc, on va se retrouver avec des règles qui ne sont pas uniformes, dépendamment de l'acteur avec qui je choisis de faire affaire. Tout à fait. On aime toujours ça. Ouais, c'est... Pour les gens qui sont à distance, on nous dit que c'est ce qui fait vivre les avocats. Je vais simplement répéter. Donc, on voit qu'il y a quand même des zones grises, et ces zones grises-là, on ne pourra pas les découvrir aujourd'hui. Malheureusement, on n'aura pas le temps de percer ce nuage-là, mais on aura peut-être des réponses prochainement. Et ce qu'on va essayer de faire en guise de conclusion, c'est de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient pour le système bancaire ouvert? On l'a déjà répété à plusieurs reprises, on pense avoir quelque chose dans le budget fédéral là, le 16 avril prochain qui va annoncer la première phase du système bancaire ouvert là, au niveau du partage des données, mettre de côté le grattage d'écran. Donc ça, on en a discuté déjà quand même un peu. On va essayer de voir plus loin que ça. Puis je vais aller voir, Félicia, à quoi on peut... je te sens très enthousiaste par rapport au système bancaire ouvert. De quoi on peut rêver grâce à ces innovations-là? Vers quoi on s'en va? Bien, tu sais, moi, dans ma tête, c'est confort et convenance. OK. Puis dans un milieu qui est sécuritaire. Donc, si l'encadrement juridique est à niveau, permet la protection des données et la protection de ton argent, et on a des entreprises qui viennent innover, notre capacité de payer va drastiquement changer. Donc, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, on paye avec nos cartes de crédit, mais je peux imaginer un jour rentrer au resto, manger, sortir au resto, j'ai payé. C'est un imaginaire où on a pu utiliser les avancées technologiques pour rendre notre vie de tous les jours encore plus simple que quand on devait passer du cash physique
à la carte de crédit qu'on trouve déjà super simple déjà. Les Fait chèques. On faisait lien avec les chèques et Les le fait de les mettre de côté, c'était une belle évolution. OK, ça, c'est intéressant. Puis est-ce qu'on pourrait voir plus loin? Je vais faire un lien avec l'open finance là, dont Marc parlait tantôt. Est-ce qu'on pourrait voir moi, je pense à l'idée là, de la portabilité des données, le fait de regrouper mes données de mes différentes institutions financières au sens large du terme, là, de ramener ça ensemble. Est-ce qu'on pourrait, à partir de là, penser là, à avoir un genre d'assistant personnel qui pourrait venir un peu de l'intelligence artificielle, là, qui voit toutes mes données, qui me conseille sur tout? Est-ce que ça, vous voyez ça dans votre boule de cristal d'expert? Ou je vais trop loin? Non. Ben, rien n'est impossible de jouer avec l'intelligence artificielle. J'imagine qu'on pourrait voir des développements qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y a personne qui peut prévoir ce qu'il va y avoir dans 10 ans avec l'intelligence artificielle, mais je pense que ça peut faire un bon bout de chemin si on ajoute ça avec le système bancaire ouvert ou la finance ouverte, peu importe. Là, je pense que ça peut amener des résultats qui peuvent être, espérons-le, intéressants. Je vais juste amener un point, puis je pense que c'est quand même un élément clé à toute cette innovation qu'on parle, c'est la confiance du public. Oh, c'est ça qui m'a allez, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Si, genre, je sais pas, année 2 du système bancaire ouvert, il y a une géante cyberattaque, rien ne fonctionne, tous nos données sont volées. Je pense qu'en tant que consommateur, ça me donne envie de l'essayer. Il y a personne qui va vouloir avancer encore plus loin. Pour arriver à ce niveau-là, puis tous seront rêve, il faut qu'il y ait un encadrement juridique en place, puis même les joueurs, les fintechs, ils savent eux aussi qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur parce que ça va brimer la confiance du public et le public ne voudra pas embarquer dans les produits. Je pense qu'on peut aller plus loin que ça parce que moi, je pense que le public, il faut le diviser en certains groupes générationnels. Puis là, je regarde Marc, mais c'est parce que je sais qu'on en a déjà parlé, puis les différentes générations... Non, mais parce que les différentes générations n'ont pas la même ouverture ou la même réception à ce type de produit-là. Alors, toi, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Juste avant de parler de la question générationnelle, juste terminer sur la question de la confiance, en fait, c'est que le système bancaire, ben, c'est ça, il est basé sur la confiance, puis c'est comme ça que les gens ont confiance. Pourquoi moi, je peux laisser ma paye dans mon compte de banque, puis je ne crains pas que je vais me faire voler de l'argent, mais dans beaucoup de pays, il y a 5, 10, 15% des gens qui font affaire avec leur banque parce qu'ils pensent que le banquier est malhonnête, qu'il va passer avec l'argent ou qu'il va avoir des problèmes. Là. Alors, tant que la confiance est là, ça va fonctionner. Pourquoi qu'on a commencé à utiliser l'argent comptant? Ça a commencé au Moyen-Âge, mais ça a commencé parce que les gens ont commencé à avoir confiance dans l'idée qu'on pouvait se payer avec un bout de papier et non pas en remettant des pièces d'or ou des pièces de monnaie, peu importe. Alors, donc ça, maintenant, on est rendu ici et donc la confiance est encore là. Donc, plus on a la confiance, plus ça va se développer. Même chose pour le système bancaire, mais la confiance, ce n'est pas égal entre tout le monde. Et au niveau des technologies, les personnes plus jeunes, je ne sais pas s'ils ont plus confiance, mais ils vont peut-être plus facilement aller et peut-être craindre moins le risque, si je peux dire, qu'une personne plus âgée. En général, pas nécessairement, c'est pas toujours, mais les étudiants, par exemple, qu'on a cette discussion, est-ce qu'on a préparé la conférence, c'est un peu admiré avec ça, parce que oui, vous allez sur le grattage d'écran et ça, et alors que moi, je suis peut-être un petit peu plus vieux, là, mais non, c'est pas un truc qui m'intéresse tellement pour le moment. Mais si c'est encadré, peut-être que là, ce serait une autre histoire. Là. Alors, donc, il y a une question générationnelle là-dedans qui vient jouer, mais au-delà de ça, c'est vraiment la question de la confiance pour compléter ce que vous avez dit. Là. Ça, la confiance, elle est là depuis le premier jour. Là. Le système bancaire se passe là-dessus. On peut remonter au Moyen-Âge, on peut remonter en temps des Romains, puis encore plus loin, là, quand on s'échangeait de l'argent. On avait confiance que tel coquillage, à l'époque, si on monte à des milliers d'années, on savait que ça pouvait servir de monnaie d'échange, puis on avait confiance en ça, de confiance que tout va tenir la route, alors c'est pour ça que ça peut fonctionner. Donc, si on a une meilleure réglementation, comme vous l'avez mentionné, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, mais essentiellement, la réglementation va amener une meilleure, si elle est bien faite, bien sûr, va amener une confiance dans le système, puis ça va amener un meilleur développement. Il y a probablement des chances que les jeunes générations embarquent davantage au départ et utilisent davantage ces services-là. Puis les moins jeunes aussi. Peut-être, pardon? Les moins jeunes aussi. Il y aura peut-être un effet domino là, à voir. Okay, c'est intéressant. Puis peut-être ma dernière question avant qu'on embarque dans vos questions, puis j'invite les gens aussi en ligne peut-être à nous écrire leurs questions là, dans l'outil là, Conversation. C'est par rapport à l'effet de mettre en place un système bancaire ouvert sur la protection des données. Moi, je me questionne, j'entends que le cadre juridique va offrir une meilleure protection. Je me dis, là, on va
avec cette meilleure protection-là, on va inciter les gens à partager davantage leurs données. Est-ce qu'on est en train de créer un terreau très fertile pour nos fraudeurs? Ou est-ce qu'on doit se sentir en pleine protection avec ce qui s'en vient? Évidemment, ça, on ne peut pas répondre blanc ou noir. Enfin, on n'a pas de boule de cristal pour l'avenir, mais effectivement, en créant ce système, déjà, on donne un meilleur contrôle aux individus. Mais pour que ce contrôle, je dirais, soit efficace et compris de l'individu, du consommateur, il faut aussi être transparent. Donc, il faut que les institutions soient réellement transparentes. Elles expliquent leurs pratiques. Elles expliquent quels renseignements personnels elles ont. Est-ce que j'ai besoin du NAS pour créer le numéro de compte bancaire ou pas? Voilà. Il faut qu'elles déjà limitent et qu'elles soient transparentes. Après, une fois que le consommateur a compris ce que son institution bancaire fait avec ses données et également ce que la FinTech fait avec ses données, parce que finalement, c'est les deux, eh bien, il peut décider en toute connaissance de cause s'il utilise les services du système bancaire ouvert ou pas. C'est plutôt comme ça que je le vois, un meilleur contrôle. Excellent. Donc, la perspective d'un accroissement de la fraude, pour vous, c'est peut-être pas au cœur de vos préoccupations sur ces aspects-là. Je dirais que c'est inhérent peut-être au système informatisé de manière générale, mais voilà. OK, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Avant qu'on termine ce midi causerie, on voudrait prendre nos questions. Alors, oui, je vous écoute. Oui, bonjour, merci, c'est vraiment intéressant. Et je vous écoutais, puis je n'avais pas préparé de questions, mais là, je fais un lien avec l'anonymisation des données. Et à faire rigueur, l'année dernière, mon collègue et moi, on travaille dans un groupe financier. Évidemment, les impacts sont directs sur nous. Et puis, on travaille beaucoup avec la protection des renseignements personnels. Et puis, là, on se dit, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est reconnu pour anonymiser les données? Il y avait l'article 23 qui nous disait qu'il faut que ce soit une pratique reconnue, telle que définie par règlement. Bon, qu'est-ce qu'une pratique reconnue? Quel est le règlement? Il vient de sortir. Le règlement, parfois, le down et tout ça. Là, si la même question que je suis en train de me faire poser, on est en train de se faire poser, c'est pour ce qui est de la portabilité des données, de l'article qui dit qu'il faut que ce soit d'un format technologique structuré et couramment reconnu, mais il n'y a pas de lien à un règlement d'application. Qu'est-ce qu'est un format technologique structuré et couramment utilisé? Moi, je l'arrête de vous dire aux personnes des technologies qui développent des processus, ben, de savoir. Je dis, ben non, c'est écrit dans la loi, c'est toi qui dois savoir. Fait que là, à ce moment, avez-vous des commentaires sur à quel niveau se mettre pour être à votre place en ce moment? C'est pas encore en vigueur et tout ça, mais il faut commencer à les développer. On travaille vraiment là. Ouais. On a rencontré cette obligation-là. On va mettre la switch à on au septembre prochain. Merci. Ça va être définitivement une question pour Julie. Mais juste avant, pour les gens qui sont en ligne, vous n'avez peut-être pas entendu la question. Elle porte sur la portabilité des données et savoir comment techniquement ça doit être fait. Alors, je résume bien simplement. Je vais laisser Julie nous répondre. Merci beaucoup. Donc, effectivement, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'un format technologique structuré couramment utilisé? On ne sait pas. On a quelques indices. On a, par exemple, lors des débats parlementaires, un membre du gouvernement qui disait un PDF, ça peut être un format technologique couramment structuré couramment utilisé. Au contraire, le gouvernement du Québec considère que ça ne l'est pas, surtout si le PDF est une image, si on ne peut pas extraire l'information. L'idée de ce format technologique, c'est qu'on puisse extraire l'information pour la traiter. On peut aussi regarder ce qui se fait en Europe, parce que là aussi, même en matière de protection des renseignements personnels, on a quand même 5 ans d'avance en Europe. Puis, il y avait des lignes directrices du Comité européen de protection des données qui est en fait une réunion de l'ensemble des autorités de protection des renseignements personnels en Europe. Et les lignes directrices sur la protection des données ont dit, effectivement, qu'est-ce qu'un système technologique vraiment structuré? Eh bien, il faudrait peut-être que les industries respectives se mettent d'accord ensemble pour définir ceci. Donc, malheureusement, juridiquement, on n'a pas d'infos, à part qu'il faut que ce soit possible d'extraire l'information et pouvoir la transférer chez une autre partie, mais sans difficulté sérieuse. Donc, en ce moment, le format n'est pas prescrit. Il n'est pas prescrit, le format n'est pas prescrit. Est-ce que c'est quelque chose que le projet de loi fédéral pourrait venir encadrer au niveau du système bancaire ouvert? Éventuellement, en fait, le projet de loi fédéral fait une référence au cadre de mobilité. Est-ce que ce cadre de mobilité va définir? Je n'en sais rien encore, mais peut-être. Voilà, à voir. Puis, petite précision sur l'anonymisation, dépersonnalisation. C'est vrai qu'on a eu enfin un projet de règlement qui n'est toujours pas en vigueur, peut-être dans un mois, enfin, on verra, mais il donne quelques pistes pour savoir ce qu'est une donnée
anonymisée, parce qu'une donnée anonymisée n'est plus une donnée personnelle. Et donc, il y a 3 critères principaux. Il faut rencontrer le critère de l'individualisation. Est-ce on peut individualiser la personne, inférer d'autres renseignements ou corréler les renseignements entre eux. Et c'est finalement, ce qu'on rencontre en pratique, c'est très difficile d'atteindre la réelle anonymisation. Donc, on va considérer, par précaution peut-être, en tout cas aujourd'hui, que le renseignement est simplement dépersonnalisé. Désolée pour la partie. Alors, non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, Dominique, après, je vais t'avoir. Ça soulève un peu ma question. D'un point de vue du droit constitutionnel, s'il y a des fintechs qui font des choses comme des solutions de paiement, j'imagine le fédéral va être plus capable d'avoir la juridiction et de l'associer avec le pouvoir bancaire puis le paiement. Mais des fois, il y a d'autres fintechs que vous avez mentionné, gestion de budget et tout ça. Ça, me semble, j'entrevois des batailles constitutionnelles entre le gouvernement des comptes du Québec et le fédéral parce que ça risque d'être plus quelque chose qui rentre dans le domaine privé là, des provinces. C'est que d'après moi, ça va être quelque chose qui ça va prendre des lois fédérales, peut-être, des lois provinciales, ça va prendre peut-être une couple d'années avant qu'on sache clairement c'est qui peut, à moins qu'il y ait des ententes, en tout cas, je trouve que c'est borderline. Dans les caisses blancs, les banques, puis dans les fintechs, après ma barre, normalement, ça devrait être des choses de droit privé dans la province, mais si ça commence à toucher à la banque, puis, en tout cas, je ne sais pas là-dessus, là, qu'est-ce que vous avez dit un peu de commentaire tantôt. Peut-être juste faire le pont. Alors, pour les gens qui sont en ligne, la question porte sur le partage des compétences. Ce qu'on disait, c'est que si c'est au niveau des services de paiement, c'est clairement fédéral, mais qu'en est-il si on est au niveau de l'organisation du budget, la gestion des dépenses, des dettes? Alors, est-ce que là, on ne serait pas davantage rattaché là, au provincial? Alors, on posait la question aux panélistes. Si vous avez d'autres réflexions sur la question, on aurait dû inviter un constitutionnaliste. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ben, c'est une bonne question, puis honnêtement, j'ai pas de réponse sur le coup, mais par contre, j'attire quand même l'attention à une des catégories de la loi sur les paiements de détail. Tu n'es pas assujetti. Dans le fond, pour être assujetti à la loi, tu dois exercer des fonctions de paiement. Puis une des fonctions de paiement, c'est le simple fait d'avoir des données financières. Donc, le Québec et d'autres provinces comme l'Alberta protègent vraiment beaucoup leurs compétences constitutionnelles. Puis, en tout cas, j'entrevois quand même si la FinTech rentre pas trop dans les affaires bancaires, puis c'est des affaires plus là, pratiques, side du paiement. Ouais, puis si on tombe vers le conseil financier, on avait la discussion avant, là, ça va devenir, si on tombe vers le conseil d'investissement, on va tomber dans le domaine des valeurs mobilières. Alors, il va y avoir des questions importantes à se poser, puis voir s'il n'y a pas d'autres inscriptions qui vont être requises, en plus de celles du fédéral par le provincial. Une dernière question pour terminer, oui, monsieur? J'avais vu que le Canada aura une approche hybride, ce qui signifie qu'elle aura une approche une approche obligatoire et puis une approche volontaire. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui allait être obligatoire ou volontaire. Bon, Non, je pense ça peut savoir. en ce moment, c'est possible. Bon, on ne peut pas savoir pour l'instant, on ne sait pas encore, on va attendre. Ça va dépendre du projet de loi qui va être déposé. Le projet de loi, premièrement. Le budget, le projet de loi par la suite, et peut-être que ça peut se modifier parce qu'il y aura peut-être des consultations. Là, on ne sait pas pour l'instant dans quel sens ça va aller, qu'est-ce qui va être obligatoire ou non. Là. Alors, pour le moment, on attend. Bon, ben ça va nous permettre de conclure ce midi causerie. Je tiens d'abord à remercier nos 3 experts qui ont bien voulu se prêter au jeu de vous simplifier ou d'essayer de vous présenter le plus simplement possible le système bancaire ouvert. J'espère qu'on a accompli
questions. Je remercie les participants qui sont ici là, en personne ainsi que les participants en ligne. C'est apprécié là, que vous soyez avec nous aujourd'hui pour cet événement. Je remercie aussi l'équipe des événements là, qui nous aide à organiser là, ce Midi Causerie. Je porte votre attention sur le fait qu'on aura un prochain Midi Causerie le 4 avril prochain qui va porter sur l'interconnexion entre changement climatique, droit et industrie des services financiers. Alors, on va essayer de comprendre les liens là, entre tout ça. Et je vous annonce également qu'on a depuis quelques heures à peine lancé le site web du laboratoire en droit des services financiers. Alors, les liens sont disponibles à l'instant là, dans l'outil conversation et pour les gens qui sont sur place, vous recevrez ces liens-là dans un courriel là, dans les prochaines heures. Alors, je vous dis un grand merci, puis je pense qu'on va continuer de réfléchir là, à la question des systèmes bancaires ouverts. Moi, je garde en note là, qu'on parle de services axés sur le client par opposition au service bancaire actuel. En tout cas, je soulève la question. Il y a quelque chose là, qui a gardé mon intérêt. Oui, c'est ça. Alors, il y aura une réflexion à faire là-dessus, puis aussi là, tout ce qui touche l'open finance qui amènerait ça à une autre étape. Je pense qu'il va falloir garder l'œil ouvert là-dessus. Qui sait, après le fameux budget, peut-être organiserons-nous une conférence un petit peu plus scientifique, un peu plus technique, là, s'il y a des intéressés là, sur la question. Alors, je vous dis merci encore, et je vous souhaite une bonne fin de journée.